Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir Dr Diallo Diop. Vous êtes le vice-président de PASTEF chargé du panafricanisme et des questions mémorielles. C'est un plaisir, Monsieur Diop, de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à toi, Bayoumar, pour cette invitation. Alors, Dr Diallo Diop, le combat, quand on parle de combat, quand on parle de formation, mais également quand on parle, oui, de démocratie, quel sens donneriez-vous à ces mots, surtout eu égard à votre trajectoire? Oui, merci. Mais en fait, en Afrique, ces mots ont pour contenu l'abolition de l'esclavage, la fin du colonialisme direct et le renversement du colonialisme indirect qu'on appelle néocolonialisme. Je pense que le terme est plus juste que celui de post-colonialisme ou de post-colonie, qui est encore plus euphémistique. C'est le combat pour la libération de tous les peuples africains et d'ascendance africaine directe, que ce soit notre diaspora d'Occident ou d'Orient. Voilà le contenu que je mets dans ces notions. Oui, le combat a été long. Le combat pour la démocratisation, c'est un sujet jamais achevé, dites-vous. Oui, si l'on s'en tient ne serait-ce qu'à la démocratie formelle, c'est-à-dire le simple droit de vote, les peuples africains, que ce soit au nord comme au sud du Sahara d'ailleurs, n'ont obtenu le droit de vote, c'est-à-dire une certaine citoyenneté, qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'abolition du régime de l'indigénat. Mais ça, c'est vrai pour les anciennes colonies françaises d'AOF et d'AF, d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale. Mais l'héroïque peuple d'Afrique du Sud n'a obtenu le droit de vote qu'à la fin du XXe siècle, avec l'abolition de l'apartheid en 1994. Donc, une fois que ce droit formel, c'est un droit démocratique formel, démocratique et républicain formel, était acquis, il fallait poursuivre le combat pour que ce soit un droit réel. Parce qu'on peut vous donner le droit de vote et prendre des dispositions pour que l'expression du suffrage universel ne soit ni libre ni sincère. C'est-à-dire que le vote soit truqué. Et c'est ce qu'on a à peu près dans la quasi-totalité de nos États post-coloniaux, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Conflit politique, tension sociale. Qu'est-ce qui se joue présentement au Sénégal? Alors, ce qui se joue au Sénégal, c'est ce qui se joue en fait dans tous les pays du continent. Les peuples veulent la souveraineté, ils veulent la légalité, c'est-à-dire la démocratie, et ils veulent un mieux-être, ils veulent de meilleures conditions de vie et de travail. Et ils se battent pour cela contre les forces coalisées de l'intérieur comme de l'extérieur de nos États qui veulent les en priver parce qu'il est dans leur tradition à eux de considérer les nègres comme des esclaves ou des quasi-esclaves. Oui, mais on est dans le cas du Sénégal. Comment comprenez-vous cette turbulence? À quoi est-ce dû? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis 1960, partons des indépendances. Après les 3 faux départs qui ont compromis l'avenir du Sénégal, le vote du oui au référendum de 58, l'éclatement de la fédération du Mali et l'élimination de l'aile nationaliste du gouvernement avec Mamadou Dia et ses compagnons d'infortune. Pour ne prendre que le seul exemple de la première élection présidentielle au lendemain de l'instauration d'une constitution de monarchie républicaine, celle de le référendum de défense 63, et l'élection présidentielle qui est allée avec, mais c'est soldé par un massacre en pleine allée du Centenaire, qui ne s'appelait pas encore boulevard du Général de Gaulle, et où l'armée a tiré sur la population civile désarmée à partir d'hélicoptères. C'est comme ça
que Senghor a installé son pouvoir après avoir éliminé l'aile nationaliste des Mamadou Dia, Ibrahima Sarr, Valdiodio Ndiaye et autres Joseph Mbaye. Moins de 5 ans après, il y a eu au moins un mort lors des manifestations estudiantines à la grève de l'Université de Dakar de mai 68, en fait de juin 68 au Sénégal. Et on peut continuer comme ça, les tragédies, pas seulement pour le droit de vote, mais aussi pour les conditions de vie. Rappelez-vous, en mai 68, il n'y avait pas eu que la grève des étudiants, il y avait eu la grève générale de l'UNTS, qui va déboucher sur la suppression du syndicalisme indépendant et la création de ce qu'on appelle les syndicats jaunes, c'est-à-dire d'un syndicat d'État, d'un syndicat maison. C'est la CNTS. Eh bien, la participation responsable, chère à Senghor, de la CNTS, c'était juste faire des quotataires parmi l'élite bureaucratique syndicale, qui avait un quota de ministres, un quota de députés, un quota de conseillers économiques et sociaux, et quelques avantages en nature ou en espèces. Donc, le combat reste aujourd'hui encore le même. On saute quelques décennies et 2 présidents de transition, le successeur désigné de Léopold Senghor que fut Abdou Diouf, qui après avoir fait 20 ans au pouvoir comme lui a été remercié proprement par une élection libre pour une fois, mais on n'a rien trouvé de mieux à mettre à sa place qu'un clone de Senghor, Maître Abdoulaye Wade. Un clone, dites-vous. Pourquoi je dis un clone? Savez-vous que la première interview donnée par le président de la première alternance démocratique au Sénégal, au quotidien de référence français Le Monde, avait pour titre « L'Afrique aux Africains est une notion périmée, verbatim, de la part de celui qui se faisait passer pour un patriote africain. » Ça, c'est à l'ouverture. Passons sur la tragédie du Diola, qui a irrémédiablement entaché le début de son mandat, pour venir à la mission sur Benghazi à la fin de son règne. Il a été le seul et l'unique président d'Afrique à trahir le consensus du sommet de l'OUA, et en particulier du Conseil de paix et de sécurité, concernant la crise libyenne et l'opération d'agression armée tripartite franco-anglo-américaine pour la liquidation de Kadhafi. Alors, on va venir sur les conséquences en termes de géopolitique par rapport au rôle que joue le Sénégal, je ne veux pas dire qu'a joué, mais que joue le Sénégal, puisqu'il y a quand même des développements jusqu'à arriver à l'accueil de Marine Le Pen à Dakar. Mais d'abord, oui, notre invité Diallo Diop, aujourd'hui, si nous vous annonçons quelques dates comme 62, 68, mais également 2000-2012, quel sens donnerez-vous à chacune de ces étapes dans notre trajectoire démocratique? Oui, c'est du surplace du point de vue démocratique. Parce que c'est aussi des débats de conquête. Oui, mais vous savez, quand on a par exemple passé du monopartisme, du parti-État, l'UPS, au multipartisme restrictif, avec la loi scélérate sur les 3 courants, dont la seule fonction était de barrer la route au parti de Cheikh Anta Diop, le RND. C'était l'objet de ces 3 courants. On n'est pas sorti de parti-État, d'un côté, c'est-à-dire le système colonial, néo-colonial, disons, et l'opposition de Sa Majesté, qui était le parti de contribution d'Abdoulaye Wade. Et pour couronner cette manœuvre frauduleuse, le 3e et dernier courant, qui était le marxisme-léninisme, on l'a donné, je suis désolé de le dire, à un usurpateur, Majmoud Diop. Même s'il était le membre fondateur, parce que le vrai PAI, à l'époque, était dans la clandestinité. Avec les Sédou Cissokho et les Ahmad Dansokho.
Et il a été obligé de rester dans la clandestinité jusqu'à la chute de Senghor et l'ouverture démocratique d'Abdou Diouf, qui fut un succès principalement dû au combat du RND de Cheikh Anta Diop. Mais une fois que nous avons eu donc un multipartisme, disons, élargi, nous n'aimons pas le terme de multipartisme sans restriction. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'était pas intégral. Mais disons qu'il avait été élargi par rapport à celui restrictif de Senghor. On va à la première élection en 83. Et le résultat, c'est que les engagements pris par Abdou Diouf devant la direction de notre parti, de laisser le suffrage universel s'exprimer librement et dans la sincérité, n'ont pas été tenus, n'ont pas été respectés. Ce qui a contraint le RND et son secrétaire général à refuser d'occuper l'unique siège qui leur avait été attribué. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont donné finalement ce siège à un transfuge du RND qui avait été exclu du parti entre-temps et qui se retrouvait à siéger sous l'étiquette d'un parti, le Parti de la Libération du Peuple, PLP, qui n'existait tout simplement pas au moment du vote. C'était feu. Maître Babacar Niang, pour ne pas le nommer. Oui. Voyez? Comment un parti qui n'existe pas peut-il avoir un député à l'issue d'une élection démocratique? Ceci montre que finalement, notre jeu démocratique est biaisé, il est faux. Hein? Et on a un des vétérans de la génération de mes oncles, sinon de mes pères, qui avait cette formule. Il disait, mais dans ce pays, tout est faux. Parce que tout est bâti sur du faux. Et ce qui repose sur du faux est condamné à s'écrouler tôt ou tard. Eh bien, c'est l'effondrement de ce système auquel nous assistons. Et si on saute l'alternance qui a fait venir Abdoulaye Wade pour venir à la deuxième alternance qui a fait partir Abdoulaye Wade, dans les conditions que vous savez, il a fallu quand même passer par le 23 juin. Eh bien, vous vous rendez compte que nous tournons en rond. Même du point de vue des acquis démocratiques. Le modèle démocratique. Mais est-ce que c'est un modèle finalement qui s'est essoufflé au regard des étapes justement traversées ou c'est un anti-modèle démocratique. Depuis le départ. Dès l'origine. Parce qu'il est tiré du système colonial français, je vous dis, qui interdisait même aux indigènes de voter. Et vous savez qui a amené le débat en langue nationale dans les campagnes électorales au Sénégal? C'est le parti de Cheikh Anta Diop. Oui. Et il l'a fait à l'occasion du premier référendum constitutionnel où Senghor, justement en 63, a instauré sa monarchie constitutionnelle. Il avait décidé que pour cette élection, il n'y aurait pas de campagne électorale. Pour ce référendum, il n'y aurait pas de campagne électorale. Il y aurait juste un temps d'antenne pour le oui et un temps d'antenne unique pour le non. Et un en français et un en wolof pour chaque. Eh bien, c'est Boubacar Gueye, maître Boubacar Gueye et le professeur Cheikh Anta Diop qui étaient respectivement pour le français et le wolof chargés du temps d'antenne du non. Et si je ne m'abuse, Karim Gaye et je crois Badou Meng qui eux étaient chargés pour l'UPS de l'époque. En expliquant pourquoi il ne fallait pas voter cette constitution scélérate qui consistait en fait à se mettre, pour le peuple sénégalais, à se faire passer la corde au cou pour qu'on les traîne comme du bétail, il avait terminé son allocution, Cheikh Anta Diop, en disant ku vote waaw, ku naan waaw, di nga mujjee ne wooyi. Cette formule avait tellement fait mouche dans l'opinion que plus jamais Senghor n'a accepté qu'on parle wolof dans une campagne électorale. Vous voyez? Oui. Eh bien, cette discrimination, cette marginalisation, cette ségrégation culturelle dont est victime la langue wolof et d'une manière les langues africaines. Comment voulez-vous que les gens parlent une langue étrangère qu'ils n'ont pas apprise,
qui a accès à l'école française dans le pourcentage de la population générale? Eh bien, c'est une manière de mettre le débat politique hors de portée, le débat démocratique, donc le débat national hors de portée du plus grand nombre. Mais aujourd'hui, Diallo Diop, on a vu également que dans le combat politique, souvent, on assiste à des complots. Oui, en vérité, il y a politiciens et hommes politiques. Les politiciens, c'est les politiciens de métier, c'est les politiciens professionnels. Au fond, ils ne sont là que pour eux-mêmes. Ils ne défendent aucune cause, autre que celle de leur poche. Cela n'a rien à voir avec les hommes politiques qui ont des convictions, qui ont des principes, et surtout qui ont un but qu'ils poursuivent, et qui n'est pas un but individuel ni personnel, qui est un but collectif. Lorsqu'il a été élu, après la Deuxième Guerre mondiale, à la mairie de Fort-de-France et comme député à l'Assemblée nationale, le suppléant d'Aimé Césaire, le docteur Pierre Aliquer, a raconté lors des obsèques de Césaire qu'au soir de leur élection, au Palais Bourbon donc, Aimé Césaire lui a dit, il était plus âgé, hein, Pierre Aliquer était plus âgé que lui. Il a dit: Pierre, dans l'exercice de notre mandat, nous devrons veiller à ce que jamais l'intérêt général ne soit noyé dans les eaux glacées de l'intérêt privé. Et c'est toute la différence entre le politicien et l'homme politique. Quelle que soit son idéologie, l'homme politique a des convictions et il s'y tient parce que c'est ce en quoi il croit et c'est ce pourquoi il se bat. Mais les chasseurs de primes et les chercheurs de place et de position de pouvoir, donc d'avantages matériels ou d'ailleurs immatériels, ils sont là pour... Ils n'ont aucun intérêt. Oui, mais justement, si nous devons interroger justement la circulation des acteurs politiques sénégalais, alors on peut constater également avec aisance quelque part que ce débat reste toujours plus là, que jamais. Parce que, oui, on voit que finalement, dans les partis politiques, le sens donné à la formation, à l'idéologie impartie à chaque formation politique, pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, est-ce l'échec, justement, si je prends l'exemple de la gauche, est-ce que l'échec des héritiers ou est-ce que un parcours inachevé que mènent les leaders de la gauche? Oui, alors, il est difficile de répondre d'une façon générale sur la question. Mais le socialisme démocratique du PS, oui, c'est un socialisme du bout des lèvres. C'est du capitalisme colonial qu'ils ont fait pendant leurs 40 ans de pouvoir ici. C'est difficile de dire le contraire. La preuve, lorsqu'on les a dégagés, pensant faire un progrès avec l'alternance wadiste, qui elle se dit libérale. On peut d'ailleurs se demander comment un Africain instruit et informé peut oser se réclamer ouvertement du libéralisme au nom duquel on a asservi, déporté, conquis et soumis leur propre peuple pendant des siècles. C'est au nom du libéralisme. Mais vous voyez, ils viennent, ils disent qu'ils sont libéraux. Mais qu'a fait l'apôtre du libéralisme pendant ces 12 ans de pouvoir, ou son successeur tout aussi libéral que lui, en parole, jusqu'à la fin de son règne? Oui. Ils ont restreint les libertés au lieu de les élargir. Ils nous ont ramenés en arrière au point que même maintenant les alternances électorales pacifiques apparaissent compromises, pour dire le moins. On verra l'issue de la bataille en cours. Parce que à quoi se ramène le combat actuel? Mais justement. Il se ramène à la volonté du président sortant de se maintenir au pouvoir envers et contre la loi. Et sur quoi il compte, comme d'habitude? Sur la force. La ruse ou la force. Les deux reviennent au même. Oui. Parce qu'elles visent à tordre le cou à la règle du jeu par pure opportunité politicienne. C'est-à-dire, au fond, pour continuer à vivre sur le dos de la bête en laissant les concitoyens
crever à petit feu, c'est pas leur problème, puisque de toute façon, tout ce qu'ils ramassent, ils l'exportent à l'étranger. Oui, vous parliez tout à l'heure du surplace. Aujourd'hui, ça veut dire que tout le combat qui a été mené jusqu'ici, en tout cas, n'arrive pas à trouver une solution. Pourquoi? Quel est le problème? Parce qu'il a été trahi par ses dirigeants. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. L'exemple le plus emblématique, c'est lorsque, après un demi-siècle pratiquement, de fausse indépendance, où le Sénégal était encore comme une colonie française, une néocolonie, et qu'il y a eu l'alternance sous Wade, et que très vite on s'est rendu compte que plus ça changeait, plus c'était la même chose. On a laissé le jeu électoral biaisé en boycottant, l'opposition démocratique, nationale et démocratique, a boycotté les élections présidentielles, l'élection législative, de 2007, après que la présidentielle ait été manifestement truquée. Vous vous souvenez? Ils se moquaient même de nous après leur coup de force électorale en disant peut-être que c'est les Guinéens qui ont voté. Mais ce qui est un fait, c'est que les soi-disant libéraux n'ont pas osé célébrer leur victoire après la réélection du président Wade par les Guinéens. Et on décide de leur laisser le système électoral frauduleux, qui reposait sur la double carte, vous savez, d'identité électorale, là, tout le monde connaît, les astuces sont innombrables, et on est allé à la convocation des assises nationales, qui ont abouti au consensus politique le plus large jamais constitué dans ce pays. C'est sur la vague post-assise, et en particulier sur la charte de gouvernance démocratique, qui en est la quintessence, qu'a surfé l'actuel président pour se faire élire et que dégager Wade. Mais une fois installé aux commandes dans le palais du gouverneur général, qu'a-t-il fait? Il a jeté à la poubelle et la charte de gouvernance démocratique des assises nationales et le rapport qui l'accompagnait, mais mieux, ou pire. A-t-il signé sous réserve? Il n'y a aucune réserve. Le fac-similé de la page de signature de la charte par Macky Sall, secrétaire général ou président de l'APR, je ne sais plus, elle est disponible. Il n'y a pas de place, il n'y avait pas de place prévue pour inscrire des réserves. Ou vous signez ou vous signez pas. Et il a signé mieux, ou pire, justement. Une fois qu'il a gagné les élections avec la caution des assises, qui, ne l'oubliez pas, était dirigée quand même par le patriarche Amadou Mokhtar Mbow, qui se suffisait à lui-même comme caution, et qui en plus avait dirigé les travaux de main de maître. Il n'y a pas eu, je vous dis, on pourra parler plus tard peut-être des quelques lacunes qu'il y a dans les assises, mais le résultat était probant. Il parlait de refondation de la société et de l'État. C'était ça le programme. Mais quand il arrive dans l'euphorie de l'accès au palais du gouverneur général, qu'est-ce qu'il fait? Il commandite la mise en place, toujours au même président Mbow, d'une commission nationale de réforme des institutions, puisque tout le monde était d'accord que c'était l'urgence de l'heure, pour qu'on rétablisse un certain consensus. Eh bien, rebelote, le président Mbow forme une nouvelle équipe, s'acquitte magistralement du travail, dans des délais plus courts que prévu, et dépose. Même pour déposer d'ailleurs, il lui a fallu temporiser, parce que on a fini par lui dire, mais pourquoi tu es pressé? C'est moi qui t'ai donné l'ordre. Je te dis d'attendre. Attends que je t'appelle. Quand il se décide enfin à l'appeler, et qu'il y a la cérémonie de remise des conclusions, dès le lendemain, il fait attaquer le rapport et son contenu par son... il s'agit d'Ismaël Madior. Merci, pas Ismaël Madior. Attaque sournoise, qui était à l'époque, je crois, simple conseiller du président. C'est après qu'il va prendre du grade. Eh bien, ça voulait tout dire. Puisque non seulement moom dafay xaatim far, mais dafa wax waxet. C'est-à-dire, c'est pire encore que ce que Abdoulaye Wade nous avait fait et qui lui a coûté d'ailleurs le pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, il est rattrapé par les faits. Il est à nouveau confronté aux impasses de son système étatique frauduleux,
qu'il avait les moyens de réformer et de reconstruire sur des bases patriotiques et démocratiques, Oui. telles que le voulait le Parce peuple. que finalement, on nous dit tout le temps, on nous parle de refondation de l'État. Oui, en parole. Oui, sans pour autant que les actes ne suivent. Finalement, c'est quoi, encore une fois, les entraves à ce processus? Mais les avantages acquis par les régnants, les gens qui sont aux commandes du pays, et par leurs maîtres français. Ils ne veulent pas lâcher la proie. Le Sénégal est la plus vieille colonie française d'Afrique. Nous sommes à plus de 4 siècles d'occupation française. Alors qu'un pays comme la Guinée n'a connu que 60 ans d'occupation coloniale. Et les autres 70 ans, le Mali 65 ans. Nous, c'est 4 siècles et demi. Ça laisse des traces. Et s'ils ne veulent pas lâcher la proie, Oui. donc il va falloir les dégager. Dans la chronologie des faits, on en est arrivé justement à une situation pour le moins complexe. Vous constatez depuis un certain temps de la turbulence au Sénégal, politique. Vous suivez le rapport de force entre l'opposition et le parti au pouvoir. Les gens sont inquiets aujourd'hui. D'abord, vous, êtes-vous inquiet de cette situation dans laquelle se trouve le Sénégal? Disons que la situation est malsaine, politiquement, économiquement, socialement. On pourrait même dire culturellement. Mais pourquoi? Et par la faute de qui? C'est simplement parce qu'une fois de plus, le pouvoir en place, minoritaire et anxieux, et le suffrage universel vient de le prouver, veut modifier les règles du jeu en cours de partie. Unilatéralement, c'est-à-dire, encore une fois, fouler aux pieds la loi fondamentale. Mais ici, Diallo Diop, invité d'objection, l'origine de ce problème,